Je ne présente pas Gilles parce qu'on connaît, on va le connaître. Il va nous parler de l'état d'exception permanent. Hein. On l'a tous senti, on le sent, mais à partir du Covid, les confinements, toutes ces mesures qui sont de plus en plus contraignantes, même si les gens les acceptent, c'est peut-être la problématique. Et Gilles a bien travaillé là-dessus et a réfléchi au système que ça représente, en fait, qui est mis en place par le néolibéralisme. Voilà. Ok, donc bonsoir tout le monde. Euh, Vous savez bien que je suis membre du PARPEM, mais je m'occupe également du site, avec Claude Lure, je m'occupe du site Le Petit Nationiste. Nationiste pour bien faire les distinctions avec les nationalistes, la distinction entre nation politique, la communauté politique des citoyens, et la nation identitaire ethnique. Euh, donc, le petit nationaliste. Sur le petit nationaliste, il y a différentes thématiques, dont celle dont je parle ce soir. Et puis, j'ai aussi écrit un bouquin que je n'ai pas réussi à publier, qui s'appelle La reconquête démocratique. Le sous-titre, c'est Face à des pouvoirs illégitimes. Et qui est désormais, puisque je n'ai pas réussi à l'éditer, je l'ai mis en accès libre sur le site du Petit Nationaliste. Il y a un onglet dédié. On peut soit télécharger le PDF, soit le lire en ligne, parce que je suis en train de le mettre partie par partie directement en ligne avec des illustrations et des renvois pour les notes, etc. Parce que c'est un peu moins lourdin que de se taper un PDF. Voilà. Alors au départ, c'était catastrophique, il faisait 500 pages, et puis parce que je suis pas bavard qu'à l'oral, mais là c'est un peu réduit, c'est tu dis 350, non, en réalité, c'est ouais, mais c'est 300 parce qu'il y a tout un corps après de notes et de bibliographie voilà. Mais le corps du bouquin, c'est 300 pages. Bref, c'est pas le sujet de ce soir. Donc, quoique c'est évidemment en lien, toutes ces choses-là sont en lien. Le sujet de ce soir, c'est sur le tournant autoritaire de toutes les sociétés occidentales de manière relativement concomitante. Toutes nos sociétés occidentales semblent en train de verrouiller particulièrement les libertés publiques et les libertés individuelles. Non pas que c'était un paradis à ce niveau-là auparavant, mais on sent qu'il y a une pente glissante qui semble s'accélérer de plus et qui semble viser directement nos libertés individuelles et collectives. Alors on pourrait penser qu'il y a des problèmes plus importants. Ouais, je pense que ça fait des parties, non seulement des problèmes importants, mais même des signes de là où on en est de la situation. Donc, je vais m'expliquer plus en détail là-dessus. Euh, et d'autre part, j'ai repris la notion d'état d'exception qui est utilisée par pas mal d'auteurs, par exemple Giorgio Agamben, cet Italien, qui a popularisé l'expression, mais qui ne vient pas de lui. Et on va voir d'ailleurs d'où elle vient. Elle a été conceptualisée, créée par un Allemand, Carl Schmitt, un juriste, un Allemand très sympathique, totalement antisémite, qui a tenté de devenir le juriste de l'État nazi naissant, mais qui n'y est même pas arrivé. En plus, c'est un loser. À part d'être nauséabond et d'être carriériste, et en plus, il n'est pas foutu d'y arriver. Mais cet auteur, néanmoins, est non seulement intéressant à lire, mais sans doute nécessaire. Il est nécessaire de lire Carl Schmitt. Évidemment, avec pas des lunettes en peau de saucisson, en étant particulièrement vigilant sur la manière dont il faut le lire. Alors pourquoi parce que c'est un peu vieux quand même. Carl Schmitt a commencé à développer sa pensée dans les années 10, mais surtout dans les années 20, en Allemagne. Euh, il a développé le concept d'état d'exception entre son bouquin sur la dictature, un bouquin relativement laudatif sur la dictature au début des années 20, je crois en 1922, enfin, je ne me souviens plus trop,
et jusqu'en 1932, où il a commencé à faire une campagne de lobbying. Il avait un réseau très actif, c'était quelqu'un de très respecté dans les milieux très conservateurs allemands, de très écouté, de très lu. Et il a commencé, et d'un fort réseau dans toutes les élites dirigeantes allemandes. Et il a commencé donc à s'exprimer publiquement sur la nécessité d'un État fort face à la démocratisation illimitée de son pays et des pays occidentaux. Donc il livre clé en main une analyse et une solution que certains ont qualifié de libéralisme autoritaire. Alors ça paraît évidemment un oxymore, c'est-à-dire deux termes accolés contradictoires. Si c'est libéral, ben, c'est pas autoritaire. Si c'est autoritaire, c'est pas libéral. Et on va voir que ce n'est pas un oxymore. Donc, j'ai repris la notion d'état d'exception, étant donné que le tournant liberticide actuel, euh, c'est une notion et une pratique chargée historiquement et idéologiquement, qui vient de loin, qui correspond à des problèmes qui sont toujours les nôtres, des contradictions qui sont toujours celles du libéralisme en général et du néolibéralisme en particulier, et que d'autre part, les penseurs et une partie des acteurs du néolibéralisme se sont réclamés de Carl Schmitt et se sont notamment réclamés de son analyse sur la nécessité d'un État fort face aux poussées démocratiques. Ils ne l'ont pas fait que le théoriser, puisque après, des penseurs comme Hayek, Friedman et d'autres sont allés au Chili pour dire tout le bien qu'ils pensaient de cette tentative. Il n'y a pas que l'école de Chicago, il y a également tous les néolibéraux, ceux qui faisaient partie de la Société du Mont Pèlerin, etc., et d'autres qui ont fait le déplacement. Mais ils n'ont pas fait que le déplacement, ils ne sont pas occupés que du Chili. Et également, Hayek a dit tout le bien qu'il pensait de la dictature au Portugal, et d'autres exemples. Et leur modèle a servi par le biais du néolibéralisme allemand qu'on appelle l'ordolibéralisme. C'est également la matrice intellectuelle et juridique de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas du tout inintéressant pour nous de rattacher les origines historiques du concept et de la pratique de l'étanchéité des normes économiques aux pressions démocratiques et sociales, de la nécessité d'un État fort pour que l'économie soit saine. Hein. C'est le titre de la conférence devant 1500 patrons allemands que Carl Schmitt fait, un État fort pour une économie saine. Il a l'oreille de tous ces gens-là et il le trouve intéressant, le développement de son concept. Bref. Donc c'est pour ça que je reprends le terme d'état d'exception. Et d'autre part, il est parlant, ce terme, état d'exception. Il résonne avec l'ambiance actuelle. Nous n'arrêtons pas de sauter d'un état d'exception à un autre état d'exception. Donc, je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut reprendre une logique qui a déjà un siècle. Ça fait déjà un siècle qu'on baigne dans cette ambiance et ce genre de contradiction, et que ce genre de contradiction semble ne pouvoir être levé que par des solutions autoritaires à un moment donné. Et on peut considérer finalement la période d'après-guerre, qui est le strict inverse de ce genre de raisonnement, comme une parenthèse dans les contradictions du libéralisme et du capitalisme. Et le libéralisme étant l'idéologie du capitalisme. Et du néolibéralisme qui prend acte de l'échec du libéralisme parlementaire dans l'entre-deux-guerres pour contenir les pressions démocratiques et sociales. Alors, je ne vais pas procéder selon l'ordre chronologique, je ne vais pas commencer par l'historique, par Carl Schmitt et par tout ce que je vous ai dit. J'ai combien de temps? Parce que moi, c'est un problème évidemment structurel avec ça. 1 heure. 1 heure. À partir de maintenant? Oui. Ah bah, on est généreux alors, ça va, mais c'est prudent. Donc, je ne vais pas commencer par notre chronologique, je vais commencer par la logique actuelle de l'état d'exception. Pour qu'on essaye de se mettre d'accord, éventuellement dans les discussions, sur la nature du moment qu'on est en train de vivre au niveau des libertés individuelles. Donc, il y a une séquence qu'on doit avoir, une séquence historique qu'on doit avoir en tête, historique récent là, pour le coup, depuis le début des années 2000.
qu'est-ce qu'on constate depuis 2002, depuis le de Bush et depuis son combat contre le terrorisme, qui a été l'occasion de passer des lois absolument contradictoires par rapport à la protection des libertés individuelles et collectives, qui ne sont pas limitées à ce moment exceptionnel, mais qui sont toujours dans la loi américaine jusqu'à maintenant. Hein. Ça, c'est une constante de ce genre de pratique, c'est-à-dire les lois liberticides passées en contexte exceptionnel passent dans la loi ordinaire en contexte ordinaire. Toujours, il n'y a pas de contre-exemple. Donc, quand on passe des lois dans des moments d'émotion particuliers, de panique collective et de désorientation collective par rapport à une peur objective, ou une peur légèrement instrumentalisée et même co-construite, eh bien, les lois exceptionnelles passées à cette occasion restent et deviennent des lois ordinaires. Et on l'oublie d'ailleurs. On oublie que les anciennes protections des libertés individuelles et collectives n'agissent plus dans toute une catégorie de situations très floues juridiquement, où c'est l'arbitraire du gouvernement qui décide que ça rentre dans une catégorie qu'on peut subsumer, comme disent certains juristes, sous le cas par exemple, d'une loi contre le terrorisme, ou pas. C'est pour ça que je m'intéresse à ce que tu m'as dit tout à l'heure sur, comment ça s'appelle déjà, le terrorisme domestique, ça c'est l'expression américaine, mais il y a l'équivalent dans nos pays ici, en France, par exemple. Donc, tout un arsenal juridique à la disposition de nos gouvernements dont ils ne disposaient pas avant cette séquence, qui leur permet, de manière arbitraire, à leur discrétion, d'user contre une catégorie de citoyens ou un citoyen individuel qui a eu l'heure de leur déplaire ou de les inquiéter, pour des raisons qui n'ont généralement aucun rapport avec les motifs juridiques qu'ils indiquent. Ça a déjà eu lieu avant, mais là, comment dire, ils ont un boulevard juridique devant eux pour user de tas de moyens afin de contraindre les libertés de base dont on est censé disposer dans un État libéral. Donc, il y a le terrorisme. C'est le terrorisme qui a démarré la séquence. Je voudrais être clair sur un point concernant la séquence dont je vais parler. Mon procédé méthodologique sur ces questions-là, c'est de me forcer à ne pas m'intéresser au fond de ces problèmes. Je ne m'intéresse pas au terrorisme en tant que tel, je ne nie absolument pas la gravité ni la réalité. On va voir que dans la séquence après, il y a le Covid. Dans la séquence également juste consécutive, il y a la guerre en Ukraine. Dans le moment juste concomitant également la crise climatique. Il ne s'agit pas de débattre du fond de ces problèmes. Et d'ailleurs, pour ces gouvernements, ils se contrefichent du fond de ces problèmes. Il s'agit de saisir comment ils construisent un récit collectif et officiel sur la base de ces problèmes, quelle que soit leur réalité, et de la manière dont ils les instrumentalisent. Donc, ma question est là-dessus, et non pas sur le fond de ces problèmes. Et encore une fois, je ne nie pas la gravité de ces problèmes. Mais en réalité, ce n'est pas la question pour le gouvernement et ce n'est pas la question pour la menace sur les libertés publiques, puisque ces menaces-là sont instrumentalisées. Donc, je ne voudrais pas qu'on parte sur des débats sur le terrorisme, des débats sur la Covid, des débats sur la guerre ou des débats sur la crise climatique, parce que ce n'est absolument pas mon objet. Donc, c'est juste une mise en garde méthodologique, y compris pour les débats à venir. Ce sont des débats certainement très intéressants, mais ce ne sont pas de quoi on est censé s'occuper ce soir. Hein. Donc, il y a d'autres moments pour ça. Donc, il y a eu cette séquence. Le terrorisme, pour la France, elle a été en retard par rapport à l'exploitation du terrorisme. Il lui a fallu attendre, entre guillemets, enfin tout ça, évidemment, ça c'est un raisonnement cynique, je veux dire, mais on n'est pas obligé d'être cynique par rapport à ça. Il a fallu attendre 2015, le Bataclan, etc., pour que
des lois exceptionnelles au niveau de la levée des protections des libertés individuelles et collectives, puissent être actionnées à l'occasion de ces attentats, et François Hollande s'assurant de leur passage dans la loi ordinaire, et donc désormais, on pourrait dire définitive, entre guillemets, bien sûr, hein, jusqu'à fait une loi peut le défaire, mais pour l'instant, c'est du dur, ça reste, ce sont des lois ordinaires désormais. Donc, comme aux États-Unis, le moment exceptionnel est passé, mais les lois exceptionnelles, elles perdurent. Hein. Donc, désormais, depuis 2015, en France, c'est également notre environnement juridique. Après la Covid, donc pitié, ne parlons pas du Covid. Hein. En plus, moi, j'y ai passé 2 ans, donc si vous voulez, voilà, je vous renvoie à toutes les analyses que j'ai pu faire et qui sont disponibles sur le site du Petit Nationaliste si ça vous intéresse. Mais là, je ne m'occupe que de l'instrumentalisation du Covid. Donc, pour ce qui est du Covid, toute une série bien plus spectaculaire que lors de l'instrumentalisation du terrorisme ont été passées pour menacer cette fois-ci, mais vraiment des libertés de base, mais en masse, à savoir la liberté de déplacement, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté d'expression. Si vous voulez, ça commence à faire un petit paquet qui est loin d'être comme un détail. Euh, L'habitude qu'ont pris les citoyens de trouver légitime de filtrer les bons et les mauvais citoyens selon un passeport qui, sans justification scientifique sérieuse, puisque ce gouvernement légiférait dans le cadre d'un conseil de défense. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas être au courant des tenants et des considérants des prises de décision publiques concernant nos libertés individuelles et collectives qui étaient levées. Hein, c'est le principe d'état d'exception. On lève le droit ordinaire face à la situation exceptionnelle, le temps normalement, évidemment, qu'on fasse face à cette situation. Et puis, évidemment, le bras reste en l'air. Les libertés individuelles et collectives ne reviennent pas. Bon, c'est ce qui intéressait d'ailleurs Carl Schmitt. Lui, il expliquait par exemple la dictature romaine en disant, voyez, regardez comme c'est constitutionnel, c'est prévu dans la loi que face à une guerre civile ou extérieure, eh bien, les pouvoirs romains sont habilités à faire sauter toutes les lois ordinaires. Et puis, une fois qu'il a fait face à la menace, eh bien, ma foi, il est remercié et les lois ordinaires, de nouveau, ont cours. Regardez comme ce processus est fluide et intéressant, sauf que lui, il pensait que c'était un état même permanent de bon gouvernement, en fait, d'un état fort, c'est-à-dire indépendant du politique, qui monopolise la politique et qui dépolitise la société. Hein, c'était son idéal. Et c'est son idéal également des économistes, c'est l'idéal également des économistes libéraux et des néolibéraux. Bon. Donc, on lève les lois ordinaires et puis elles ne reviennent jamais. Donc, c'est le principe donc, de l'état d'exception. Donc, dans la Covid, ça a été spectaculaire. Or, vous aurez remarqué à quel point c'est passé, comme dit Édouard Philippe. Hein, c'est passé crème. C'est-à-dire, face à cette menace qu'on ne connaissait pas, qui était présentée sous un jour tout simplement apocalyptique, en gros, on allait tous mourir, des mesures exceptionnelles étaient parfaitement justifiées. Et ces mesures exceptionnelles avaient vocation à être pédagogiques. C'est-à-dire qu'on s'habitue à ficher le comportement, à ficher et à suivre et à recueillir des données personnelles des comportements individuels, à les juger à l'aune des critères gouvernementaux non filtrés par des protections juridiques, puisque c'est dans le cadre d'un conseil de défense, c'est-à-dire en situation de guerre alors que nous n'étions pas en guerre. Hein, parce que la guerre, c'est l'état d'exception par définition. Avant même qu'il y ait un juriste délirant qui parle d'état d'exception, il y avait bien sûr les états d'urgence pendant les guerres. Ça existe depuis longtemps. Donc c'est la matrice en réalité de l'état d'urgence, c'est la guerre. Eh bien, quand un gouvernement qu'aucune menace militaire intérieure ou extérieure ne menace prend des décisions dans le cadre d'un conseil de défense, on peut se poser des questions. On est mieux même de donner des réponses.
parce que voilà. Or, c'est passé, mais c'est passé sans problème, sans aucun problème. Et ça, si vous voulez, ça ne s'oublie pas chez les classes dominantes. Vous savez, il y a des animaux prédateurs, il y a ce qu'on appelle le goût du sang. Une fois qu'ils ont goûté à une ambiance prédatrice, eh bien, ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer et d'aller jusqu'au bout. Une fois que vous avez compris qu'il n'y a pas de résistance collective à un abus de pouvoir caractérisé, eh bien on se dit, bah, ma foi, c'est une manière fort commode et fort rapide de contrevenir à toutes les oppositions politiques et sociales. C'est une nouvelle cartouche qu'on a dans notre cartouchière mexicaine. On serait quand même bien bête de ne pas l'utiliser. Hein. Donc, cette habitude est prise. Cette habitude non seulement des classes dirigeantes, des classes dominantes, mais bien pire, des populations. Les populations s'habituent à une ambiance où on filtre le comportement individuel et collectif à l'aune des critères arbitraires non vérifiables d'un gouvernement seul à même de maîtriser l'agenda et les tenants et les aboutissants de sa politique exceptionnelle. C'est pédagogique. Qu'est-ce qui s'enchaîne avec la Covid? La guerre en Ukraine. Alors là, pour le coup, c'est de la chance. Une vraie guerre. Donc, du coup, là, l'ambiance d'état d'urgence, on n'a pas décrété d'état d'urgence, mais je veux dire, l'ambiance d'état d'urgence imprègne les esprits. Donc, c'est très bien. Le récit collectif qui, en effet, est particulièrement anxiogène. Hein, il y a des gens qui mangent des petits-enfants au petit déjeuner qui sont à nos portes et qui n'attendent que la première occasion à nous envahir. Si nous ne réagissons pas, c'est comme la Tchécoslovaquie, etc. Voilà. Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre. Voilà, vous aurez les deux, tout ça. Donc ça crée une ambiance qui succède immédiatement à la Covid. Qu'est-ce qui suit ou qui accompagne la guerre en Ukraine? La crise climatique. Alors, là, c'est pareil, pitié. Ce n'est pas la question de savoir, bon, d'abord, y a-t-il un réchauffement climatique? Ça, c'est une question un peu oiseuse, parce que, bon, on le voit bien, mais quelle est sa cause? Est-ce que c'est réellement prévisible? Il faut décider qu'on s'en fout, évidemment pas sur ce sujet. Sur le sujet des libertés publiques, il faut décider qu'on s'en fout. Car ce n'est normalement pas le sujet. Si on est inquiet sur la crise climatique, c'est un sujet qu'on doit découpler du maintien des libertés publiques et individuelles. Hein. Il faudrait essayer quand même. Donc, c'est de ça dont on parle. Hein. Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand vous voyez l'ensemble des médias et l'ensemble des classes dirigeantes et une partie des classes dominantes, vous parlez tous les jours, toutes les semaines et toute l'année de la crise climatique, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Ces gens-là ne sont pas connus pour s'emparer des problèmes d'intérêt général afin d'y répondre correctement. Ça se saurait. Donc, s'ils s'emparent de cet agenda, quelle que soit la nature du fond du problème de cet agenda, c'est qu'ils y ont un intérêt. Et vous remarquerez que la présentation qui est faite de ce problème ressemble au niveau symbolique. Structurellement, il est isomorphe, on pourrait dire en mathématiques, à l'ambiance symbolique de la guerre en Ukraine, mais surtout du Covid et du terrorisme. C'est-à-dire, c'est une ambiance de vie ou de mort, d'urgence extrême, d'angoisse collective, de panique face à un problème qui nous dépasse
et de sentiment d'urgence par rapport aux réponses qu'on va devoir y donner. C'est une ambiance extrêmement propice à quoi? Les processus démocratiques sont un luxe dont on ne peut pas se permettre dans ce genre d'ambiance. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'état d'exception. Hein. Face à une situation urgente et exceptionnelle, eh bien, l'ambiance des lois ordinaires et des processus ordinaires est hors sujet. C'est hors sujet. Et quand on interroge les gens qui sont les plus militants sur ces questions-là ou les plus inquiets sur ces questions-là, vous remarquerez qu'ils ont très rarement un raisonnement démocratique. Mais plutôt, eh ben, quand même, heureusement que les consciences montent là-dessus et qu'on comprend que c'est un problème existentiel et qu'il va falloir y répondre à une échelle mondiale et de manière adémocratique, à tout le moins. C'est pas cette porte. Ils aimeraient que ça soit démocratique, enfin, j'imagine qu'ils l'aimeraient. Mais face à cette urgence, eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et là, c'est plus l'objet de discuter ou de je sais pas quoi. Il faut agir. Et il faut agir au plus vite et contraindre ceux qui ne seraient pas d'accord, parce que de toute façon, c'est l'intérêt de l'ensemble du groupe et pas que du groupe, de la planète, d'agir immédiatement. Figurez-vous que c'est précisément ce qui intéresse les classes dirigeantes et dominantes sur ce sujet. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas répondu au problème du terrorisme avec leur loi d'exception. Ils n'ont pas répondu au problème du Covid avec leur passe sanitaire et toutes leurs lois liberticides. Hein, s'autoriser soi-même à aller laisser dehors ou des trucs comme ça. Ça n'a pas répondu à la crise sanitaire, c'est le moins que je dire. Je passe sur la guerre en Ukraine, vous verrez le peu d'efficacité de ce genre d'attitude. C'est un peu hors sujet par rapport à l'ensemble des trois autres sujets. La crise climatique, vous verrez qu'ils n'y répondront pas. Et ça, je vous révèle, enfin, je veux dire, vous vous en doutez qu'ils ne vont pas répondre à la crise climatique. Mais peut-être que vous vous doutez un peu moins de l'intérêt qu'ils ont à l'instrumentaliser. Et encore une fois, rappelez-vous que c'est devenu l'agenda numéro un du club de Davos et de tout un tas de dirigeants de la Silicon Valley, des GAFAM et d'une partie des classes dirigeantes euh, américaines et occidentales et de tous les think tanks américains, européens et de l'Union européenne. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Tous ces gens-là, tout d'un coup, ne pensent et ne rêvent et ne cauchemardent que sur la crise climatique. Vous pensez bien que ce n'est pas le fond du problème qui les intéresse tout de même. Donc, ce qui les intéresse là-dedans, c'est la capacité de continuer à habituer les esprits à des mesures antidémocratiques, d'exception, liberticides, dont ils peuvent après instrumentaliser les moyens juridiques et le terrain idéologique pour faire passer leur propre agenda. Donc, évidemment, ça paraît un peu complotiste de présenter les choses comme ça. Alors, sur le sujet du complotisme, je ne vais pas faire un point là-dessus, ni même une parenthèse, mais je peux dire, ça sera la fin de cette première partie. Si vous me, Est-ce que vous me permettez un petit moment psycho 2000, comme dirait Michel? Donc, bon, ça va pas être très rigoureux, hein, d'accord? Psycho 2000, c'est de la psycho de comptoir. Hein. Donc, voilà. Mais je vous livre cette hypothèse, vous faites ce que vous voulez, c'est pas très sérieux. Mais euh, le, le complotisme est une logique paranoïaque. 2000. Psycho 2000. Non, c'est pas un mot, c'est une expression des chiens reprise par Michel de Sène souvent. C'est-à-dire quand on fait de la psychologie à deux balles. Voilà. Donc, Psycho 2000. Mais vous pouvez voir le sketch sur YouTube si vous voulez. Si vous tapez Psycho 2000, vous ne perdrez pas votre temps. Oui, vous allez voir, vous allez bien rire. Avant l'année 2000.
Oui, c'est ça. C'est ça. La psychologie du futur, en gros. Euh, Psycho 2000. Donc, où c'est un psychanalyste qui pète complètement les plans avec son patient, qui le laisse même pas parler, puis qui le pourrit, quoi, puis qui lui prend son fric et qui le vire. Donc, bon, bref, c'est vraiment pas la question. Donc, le moment. C'est une digression dans la digression. Mais on m'a demandé qu'est-ce que c'était que Psycho 2000. Donc, Vas-y. bon, c'est franchement hors sujet. Alors, par contre, ce qui est un peu plus dans le sujet, c'est que le complotisme, c'est une logique paranoïaque. Voilà. Donc, la logique paranoïaque, il faut observer que c'est d'abord, avant tout, celle des classes dirigeantes et dominantes actuelles. Alors, c'est pas tellement pour dire, ce qui est pourtant une vérité, que la source principale des fake news en ce moment, c'est surtout le gouvernement. Je veux dire que sur tous les sujets importants, tout ce qui nous débite, c'est une série de mensonges. Et les gens l'ont remarqué. Comme les gens l'ont remarqué, c'est l'effet Pravda, vous savez, ils commencent à se méfier de l'unanimité médiatique et politique sur un sujet. Dès qu'ils voient cette unanimité, ils se disent, ils nous disent blanc, ça doit être noir. Ah, ils nous disent noir, ça doit être blanc. C'est peut-être rudimentaire comme raisonnement, mais ça indique l'état de crédibilité des pouvoirs publics et des élites intellectuelles à partir du moment où systématiquement ils sont pris à revers par la réalité. Donc, il ne faut pas s'en étonner. Bon, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire, pourquoi ces gens-là ont une logique paranoïaque? Cette fois-ci, je parle des classes dirigeantes. Pourquoi ils commencent à se méfier de la population en général? Eh bien, paradoxalement, c'est parce qu'ils ont tout le pouvoir. C'est-à-dire, puisque se sont habitués depuis 20, 30 ans à ne plus avoir aucun rapport de force significatif en face dont ils vont devoir tenir compte, eh bien, c'est une situation très malsaine. Par exemple, au niveau individuel, ça correspond à l'état de la petite enfance. Hein. Quand vous êtes dans la petite enfance, votre désir est illimité. Et votre désir fait loi. C'est-à-dire que puisque vous le désirez, ben, c'est une injustice si on ne vous le donne pas et vous faites une crise et vous devenez tout rouge. Donc en agitant les membres. Et puis, avec un peu de maturité, vient ce qu'on a, enfin, je veux dire, un accès à la réalité un peu plus, voilà. Vous voyez que la réalité vous résiste, et donc vous comprenez que votre désir illimité, vous allez devoir l'abandonner. Vous allez devoir contourner la résistance du réel. Mais quand le réel ne vous résiste pas, eh bien, vous restez indéfiniment dans l'état d'enfance, de petite enfance. Bon, j'en ai presque fini avec la psycho 2000, et donc dans la toute-puissance. Mais ça, c'est pour un individu. Mais cette fois-ci, pour un état d'esprit, on va dire cette fois-ci collectif. Quand vous n'avez plus de rapport de force dont vous deviez tenir compte. Je ne sais pas du tout si la concordance des temps est bonne, là, bon. Si, voilà, peu importe. Qu'est-ce qui vous arrive au niveau esprit collectif? Eh bien, vous n'avez plus ce qu'on appelle d'effet de réel. Vous n'avez plus de retour du réel de ce que vous désirez imposer à la société. Ben, figurez-vous que c'est légèrement toxique. C'est-à-dire que euh, si on reprend cette fois-ci une échelle individuelle, admettons par exemple que j'ai tout pouvoir sur mon homonyme, sur l'autre Gilles. J'ai réussi par une technique particulière, etc., à avoir un pouvoir illimité sur Gilles. C'est une mauvaise nouvelle pour toi. Mais je le vois de dos, mais il est peut-être dubitatif. il est dubitatif. Il faut dire que je ne suis pas très crédible dans ce jeu de rôle. Mais admettons que par chance, enfin par chance, justement, par malheur, on va voir, on m'a accordé ce pouvoir. J'ai tout pouvoir sur Gilles. Alors au début, je profite de ma toute-puissance. Je lui fais faire tout ce que je ne veux pas faire, etc., etc. Et au bout d'un moment, je commence à me méfier de Gilles. C'est-à-dire, cet homme sur lequel j'ai tout pouvoir ne peut pas être content. Il ne va pas se laisser faire comme ça indéfiniment.
Comme il sait qu'il ne peut pas me résister frontalement, il va commencer à fomenter des trucs dans sa tête. Si je ne le surveille pas tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas mal de dictateurs qui ont ce problème, vous voyez, ils se méfient tellement de tout le monde autour d'eux, quand bien même ce sont des gens qu'ils ont complètement sous la main. Ils vont les virer successivement pour renouveler Schmilblick et continuer de contrôler. Ils deviennent un peu dingues. Oui, oui, non, s'il vous plaît, pas d'exemple trop proche. Non, non, non. Ouais. Non, mais justement, peu importe les exemples. En tout cas, non, c'est pour la logique symbolique du truc. C'est-à-dire que quand vous avez tout pouvoir sur les gens, vous paranoïez par rapport à eux. Vous avez peur, en fait. Vous avez tout le pouvoir, eh bien, vous avez peur. Vous avez peur de le perdre et vous ne faites plus confiance à la population en face puisque vous les avez complètement sous votre coupe. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. C'est des ennemis potentiels et en réalité des ennemis tout court. En réalité, vous ne savez pas trop encore comment ni ce qu'ils vont faire, mais vous savez que c'est votre ennemi en fait. Donc la population devient votre ennemi. Vous paranoïez. Quand le pouvoir paranoïe, eh bien, la population paranoïe. Parce qu'elle voit que le pouvoir paranoïe, elle ne lui fait plus aucune confiance. Elle voit qu'ils ont toutes les clés de la bagnole. Ils commencent, eux, à échafauder des plans paranoïaques sur comment agit le pouvoir. C'est une dynamique qui est auto-renforçante. Hein. Donc, voilà, c'était la fin de Psycho 2000. C'est-à-dire que le complotisme est la réaction inévitable par rapport à un pouvoir paranoïaque et qui a tous les pouvoirs. Voilà. Donc, ça en est fini de la première partie. Donc, vous avez compris la séquence, les enjeux, l'intérêt de la mise en récit de différents événements anxiogènes, paniquants, et qui nous mettent dans l'urgence et qui sont facilement exploitables pour faire sauter les libertés individuelles et collectives. Maintenant, un petit peu de d'où vient ce pouvoir relativement illimité, ce problème au niveau du fait de vouloir laisser l'économie en dehors de tout processus démocratique et social, hein, des résistances syndicales et des menaces politiques collectives sur la prise du pouvoir d'État pour changer les règles économiques, etc. D'où vient tout ça, en fait? Eh bien, ça vient de la crise du libéralisme. Ce qu'on appelle la crise du libéralisme, qui était connue dans l'entre-deux-guerres, c'est les réactions du libéralisme, le libéralisme politique classique, le libéralisme économique, toutes les facettes du libéralisme, sont en crise au début du XXe et au sortir de la guerre de 14-18, en crise à cause de quoi? En crise à cause de la naissance des partis politiques nationaux. Parce qu'avant, il y avait des partis politiques, mais c'était des partis d'idées. Hein, c'était des partis bourgeois, en fait. Des partis d'idées, de division idéologique dans le Parlement. Il n'y avait pas de militants, il n'y avait pas d'adhérents, il n'y avait pas de structure nationale, il n'y avait rien du tout. C'était des clubs de notables qui se recoupaient selon leurs préférences idéologiques. Et voilà, bon, c'était des partis d'opinion. À la fin du XIXe siècle, il y a des partis de masse qui se créent, et au niveau national. Et les députés sont filtrés, c'est-à-dire les partis choisissent les députés sur la base de leur adhésion à ce parti et du respect des contraintes collectives appartenant à ce parti au sein du Parlement. Hein, et c'est à l'aune de cette fidélité à la ligne de ce parti qu'ils sont investis et représentés aux élections suivantes, etc. Ça change radicalement la donne du parlementarisme libéral, qui avait été conçu précisément pour que ce genre de choses n'arrive pas. Hein. Le parlementarisme libéral avait été fait pour qu'il n'y ait pas de démocratie. Vous connaissez les débats sur l'origine des parlements modernes. Bon. Donc, l'horreur des horreurs advient pour les libéraux à partir du moment où des partis politiques de masse se structurent et investissent le Parlement. Pourtant, c'est des partis, souvent, des fois, bien comme il faut, hein, bien propres sur eux. Hein. Je veux dire, le premier parti en France, c'est le parti radical, hein, le premier parti de masse. Si vous voulez, il n'a pas le couteau entre les dents, le parti radical. Hein.
Mais c'est déjà trop. D'ailleurs, ils demandent l'impôt sur le revenu, enfin des trucs inaudibles, enfin des choses qui révoltent le moindre parlementaire libéral normal, le moindre juriste bien constitué et le moindre bourgeois qui possède des biens. Cette horreur des partis politiques nationaux et concomitamment des syndicats qui s'organisent nationalement, si vous voulez, change radicalement le sens du libéralisme politique classique. Le Parlement devient le lieu de tous les dangers, alors que c'était le lieu de l'entre-soi des élites, qu'elles soient monarchiques ou républicaines, peu importe, mais de toute façon, les idées libérales dominaient. Donc, puisque le parlementarisme libéral est devenu un danger de toute première grandeur, en plus il y a 17, l'URSS, etc. Donc on voit que la prise du pouvoir d'État et même le Parlement dans les pays où la prise du pouvoir d'État n'a pas eu lieu pour le renversement du capitalisme, mais le capitalisme est contesté de l'intérieur par des forces politiques organisées qui investissent le Parlement. Et si vous voulez, le Parlement, c'est moins glamour pour les classes dominantes, tout d'un coup. Ça leur paraît moins super sympa. Ça paraît quelque chose comme un petit peu lourdingue, en fait, le Parlement. Alors évidemment, pas pour les parlementaires, qui disent non, non, vous inquiétez pas, mais pour les classes dominantes, le parlementarisme, il ne faut pas leur en parler trop longtemps, parce qu'ils ne sont pas fans, en fait. Tout d'un coup, alors qu'avant, ils étaient fans. Donc, c'est ça la racine historique des changements de plan des intellectuels et des classes dominantes au niveau des libertés libérales et du parlementarisme. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Eh bien, il y a des gens qui réfléchissent comment faire face à ce problème. Donc, il y a toute une série de possibilités. C'est la création de l'état de droit. Alors, pas l'état de droit première manière, l'état de droit deuxième manière. L'état de droit première manière, c'était il faut que les citoyens puissent avoir des tribunaux dédiés à l'interface entre l'État et les citoyens pour régler les problèmes éventuels d'abus de pouvoir du gouvernement, etc. Ça, c'est l'état de droit première manière. L'état de droit deuxième manière, c'est à la fin du 19e, à cause des partis politiques de masse et des syndicats, eh bien, il faut pouvoir corseter la liberté du Parlement par une constitution qui encadre très strictement les capacités du Parlement. Sera une longévité qui vient jusqu'à nous. Avant, dans les études de droit, on ne faisait pas de droit constitutionnel. On faisait du droit public, on faisait du droit privé, enfin, on faisait ce qu'on voulait, mais on ne faisait pas de droit constitutionnel. La mode du droit constitutionnel est apparue à la fin du 19e à cause de ce problème. Il fallait limiter les pouvoirs du Parlement. Donc, il y a eu comme ça des tas de projets qui avaient tous en ligne de mire le même problème. La capacité du Parlement ou l'incapacité du Parlement à être étanche aux revendications démocratiques et sociales. Alors, c'est là où intervient Carl Schmitt. Lui, c'est un des 2 ou 3 juristes les plus doués de sa génération. Il n'y a pas que lui, hein, bien sûr. Il y a Kelsen, bon, le dingue du positivisme juridique, mais il y a également Hermann Heller, quelqu'un de très intéressant. Je parle de l'Allemagne. Mais en tout cas, Carl Schmitt fait partie vraiment des plus brillants. Il maîtrise sur le bout des doigts l'histoire du droit et la théorie juridique, en tout cas au niveau du droit public et au niveau du nouveau droit constitutionnel. Il a plein d'idées, le mec. Et ça n'arrête pas. Ça fuse. Donc, au début des années 20, il fait un livre sur la dictature. Et il explique et il établit la théorie de l'état d'exception, dont la dictature est un exemple historique. Donc, voilà, il théorise tout ça. Il dit que ce qui caractérise la politique et la souveraineté, en réalité, c'est de déterminer l'état d'exception. C'est la capacité de déterminer le moment
qui sera exceptionnel et où le pouvoir aura tout lieu d'intervenir sans limite juridique pour déterminer ce qu'il faut faire, et c'est ce qui détermine sa souveraineté. Et la politique, c'est également la capacité de désigner l'ennemi intérieur comme l'ennemi extérieur. C'est un axe sympa, je vous l'avais dit. C'est une pensée assez sympathique. Alors, c'est une définition complètement folle de la politique, c'est une définition complètement tordue de la souveraineté, mais ce sont ses idées. Et alors, il continue de réfléchir, il continue d'écrire, il continue de produire, il devient très lu. Beaucoup de juristes conservateurs, chaque fois que sort un article ou un bouquin de Carl Schmitt, ils se précipitent dessus. Des économistes le lisent. Ils disent, mais il a raison, ce gars. Là, désormais, Carl Schmitt parle d'état total. Lui, il étudie l'Italie mussolinienne, il étudie le fascisme, qui rentre dans sa définition de l'état d'exception, mais il inclut d'autres choses. Et les économistes le lisent en disant, oui, il a raison, il parle d'état total quantitatif. Alors, ça fait bizarre comme expression, état total quantitatif. Qu'est-ce qu'il veut dire Carl Schmitt par là? Eh bien, l'état total quantitatif, c'est l'état qui n'arrête pas d'étendre ses compétences sur des sujets qui n'avaient rien à voir avant avec les problèmes étatiques, l'économie, les questions sociales. Il commence à mesurer toutes les normes de comment il faut faire, pourquoi. Ceux qui râlent contre la bureaucratie peuvent lire avec commodité Carl Schmitt parce qu'ils trouveront un ami. C'est-à-dire que lui, il déteste également, comme d'ailleurs tout libéral, sa pensée est cataloguée comme antilibérale, Carl Schmitt. Il faut y lire de plus près, en réalité. Il est bien d'accord sur bien des fondamentaux du libéralisme. Il n'est pas d'accord sur le libéralisme parlementaire. Ça, il trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Mais sur tout le reste, en réalité, c'est un libéral, qui s'ignore d'ailleurs souvent, parce qu'il ne l'assumerait pas. Peu importe. En tout cas, il parle d'état total quantitatif dans le sens où la surface de l'État n'arrête pas de s'étendre. C'est un cancer. Et si on ne l'arrête pas, il va politiser toute la société. La théorie du totalitarisme, son grand ancêtre, ce n'est pas ceci, cela, un tel truc bidule, c'est Carl Schmitt. Donc, si l'État qui devient total, quantitatif, c'est-à-dire que sur des problèmes de quantité, de répartition, de redistribution, etc., continue sa logique illimitée, eh bien, c'est ce qu'il appelle la démocratie illimitée. Eh bien, l'État total quantitatif n'arrêtera pas sa course et s'en sera fini des libertés économiques et sociales. Et à cet état total quantitatif, il oppose l'état total qualitatif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état total qualitatif? Eh bien, c'est l'état qui arrête net la politisation de la société par sa capacité politique et sa force, parce qu'il estime que l'état total quantitatif est un état faible, puisqu'il n'arrive pas à résister aux demandes particulières agrégées, c'est-à-dire aux demandes économiques et sociales de la société, et il y répond. Il est faible. Un état fort, un état total qualitatif, leur dit, arrêtez les amis, ce n'est pas le problème de l'État, et si vous n'êtes pas d'accord, je vous tape sur la gueule. Donc, je résume un peu au sabre, mais c'est tout à fait le concept, c'est-à-dire un État qui se donne les moyens de stériliser par la force les demandes démocratiques et sociales qui émanent de la société. Il continue de théoriser tout ça, et comme la situation politique se pourrit en Allemagne, crise de 29, il devient un des conseillers principaux de la présidence. Alors, il y a le chancelier, mais il y a la présidence. Il y a le président du Reich et puis il y a le chancelier du Reich. Hindenburg, le président du Reich du début des années 30, n'arrête pas de faire appel à Carl Schmitt
pour quel type d'arrêt on pourrait passer pour limiter le pouvoir du Parlement, passer en force pour la politique déflationniste qui n'a pas l'heure de plaire à la population allemande, ni aux parlementaires allemands. Hein. Comment faire pour passer outre les partis contestataires que sont le Parti communiste et le Parti nazi, comment, etc., etc. Pas de problème pour Carl Schmitt, trop content, puisque c'est un arriviste lui, donc trop content de placer sa carrière, il devient le juriste à tout faire du président Hindenburg et du chancelier von Papen, par exemple, mais pas que, enfin pas mal du chancelier von Papen. Donc, qui d'ailleurs commence à penser à des coups d'État. Comment on va pouvoir se débarrasser du Parlement pour imposer la politique déflationniste? Vous savez, Brüning, mais le Brüning a lancé l'idée, toujours avec Carl Schmitt, hein, et von Papen l'a continué. La politique déflationniste fait de tels dégâts dans la société allemande. D'ailleurs, là, le parti nazi qui en 28 faisait 2%, fait 16% à l'issue de la politique déflationniste. Le Parti communiste ne grimpe pas à cette hauteur, mais par contre, il reprend des couleurs, si je puis dire, une couleur rouge. Et il y a donc une situation angoissante pour les classes dirigeantes allemandes. Et vous savez, en plus que l'assise de la République de Weimar au niveau de sa légitimité est fragile depuis le départ, hein, puisque bon, ça s'est fait sur une défaite militaire et en écrasant les conseils ouvriers dès le départ. Donc évidemment, la République de Weimar, son assise de légitimité n'est pas énorme. Donc dans cette ambiance-là, le président Hindenburg et le chancelier von Papen pensent à un coup d'État. Et on a des sources, hein, c'est dans les archives. Alors, Carl Schmitt propose des tas d'arrêtés pour établir des lois qui permettent de se passer du Parlement, en justifiant, en mobilisant l'article 48 qui, dans la Constitution de la République de Weimar, permet des pouvoirs exceptionnels, puisque c'est justement le dada de Carl Schmitt. Évidemment, vous pensez bien qu'il a des choses à dire là-dessus. Donc, exploitant l'article 48 en incluant les problèmes économiques et sociaux dans la capacité de mobiliser l'article 48, etc. Enfin, ce genre d'idée. C'est, comme je vous l'avais promis, c'est un type sympa. Et pour finir, il fait une conférence en 1932, juillet, je crois, enfin, j'ai oublié, 1932, devant 1500 patrons allemands. Pas n'importe lesquels, hein. Ceux de l'industrie lourde, ceux qui comptent. Et il leur explique la nécessité de l'État fort. Donc, et toute sa conception, tout ce que je vous ai raconté. Et ces gens-là, on ne pourrait pas dire qu'ils sont enthousiasmés parce qu'il y a des points qui ne leur plaisent pas trop. Puis eux, ils préfèrent les avantages et les dangers qu'ils connaissent, comme n'importe qui a des avantages et des dangers qu'ils ne connaissent pas. Mais enfin, ceci dit, ils trouvent ça très intéressant. Et alors, c'est pas pour dire que Carl Schmitt a créé les conditions enfin, à rouler pour Hitler, parce que dans les coups d'État qu'il préparait pour von Papen, il avait prévu l'interdiction du Parti communiste, bien sûr, et l'interdiction du Parti nazi. Donc, ce n'était pas l'ami d'Hitler. Ça l'est devenu immédiatement à partir du moment où Hindenburg, dans les courriers de Carl Schmitt, on lit le vieil Hindenburg est devenu complètement fou. Il a nommé Adolf Hitler. Et puis quelques mois après, il prend sa carte, carte au parti nazi et il essaye de se placer. Ça, c'est un carriériste fait comme tous les opportunistes. Il se place et il essaye de devenir le juriste de l'État nazi. Mais ça ne marche pas, il est viré. Voilà. Parce qu'en réalité, l'État nazi n'a pas besoin d'un État fort, il ne veut pas d'État. Il ne veut pas un droit qui lui garantisse sa force, il ne veut pas de droit. Lui, il veut la loi de la race, hein, c'est-à-dire une nécessité naturelle incarnée dans un parti qui investisse la société directement et avec des chefs un peu autoproclamés et toute une série de centres de pouvoir totalement anarchiques, reliés seulement à Hitler, et Hitler a une haine particulière qu'il a d'ailleurs théorisé dans des tas de textes contre l'État.
en fait. Hein. Donc, si vous voulez, l'État fort, Hitler, il n'en a rien à cirer. Hein. C'est pas sa question. Je sais que c'est contre-intuitif, hein, mais intéressez-vous à la réalité historique de l'État nazi, vous verrez que c'est une réalité relativement banale des spécialistes de l'État nazi. Donc, de l'État nazi, en fait, c'est un petit peu un oxymore. Hein. En tout cas, du régime nazi, du Reich. D'ailleurs, c'est un Reich, c'est un empire. Le Führerprinzip. Voilà, le Führerprinzip. Et c'est le principe de la race. Et d'ailleurs, l'autorité du Führer n'émane pas de sa personne. C'est parce que c'est la voix la plus incarnée et la plus efficace et la plus de la nécessité de la race. Si vous voulez, le droit, dans ce cadre-là, c'est pas, c'est peu compatible. Hein. Et il n'a que mépris pour la fonction publique qui respecte la loi et etc. Ça n'intéresse pas du tout. Donc, Carl Schmitt n'avait aucune chance dans ce genre de contexte, mais enfin, il s'y a essayé, puis il a perdu. Il n'a jamais regretté. Hein. Et on n'aura jamais eu parce qu'il est mort vieux, Carl Schmitt. Hein. Il est mort dans les années 70, tranquille, n'étant pas inquiété. Voilà. Donc bref, donc c'est pas pour vous dire que c'est le Fourier enfin qui roulait pour Hitler. Par contre, ça a préparé les esprits au niveau idéologique et notamment au niveau des classes dominantes allemandes pour la nécessité d'un État fort. Bon, passons Carl Schmitt, l'influence maintenant de Carl Schmitt. Les pères fondateurs du néolibéralisme sont des gens qui proviennent du début des années 30. Tous. Hayek, l'Autrichien. Walter Eucken, le père de la politique de Ludwig Erhard, enfin, je veux dire, le concepteur de la politique de Ludwig Erhard. Wilhelm Röpke, le deuxième pape, on l'a un peu oublié lui, mais c'est dommage, le deuxième pape du néolibéralisme et de l'ordolibéralisme allemand, une énorme influence. Tout le monde lisait Röpke. Röpke, il y a un livre de référence que je vous recommande, Wilhelm Röpke, l'autre Hayek, aux origines du libéralisme. Il ne se contente pas juste de la biographie, c'est pas une biographie, de Röpke. Elle établit tout le contexte qui a fait que Röpke était devenu le pape de ce genre d'idées, avec Hayek. Mais là, il ne s'occupe pas vraiment de Hayek, il s'occupe de Röpke. Donc, le sociologue, comment il s'appelle oui, Alexander Rustov. Je crois que ça, c'est l'école de Francfort. Et toute une série de personnes comme ça. Les fondateurs du néolibéralisme sont tous des lecteurs de Carl Schmitt. Ce n'est pas que des lecteurs de Carl Schmitt. On trouve pour chacun de ces personnes des sources, souvent même dans leurs propres livres, donc ce n'est pas caché, des références laudatives par rapport à l'intérêt de la grille de lecture schmittienne et de l'amorce des solutions schmittiennes. Donc, ce n'est pas anodin parce que les pères fondateurs de la RFA au niveau économico-institutionnel, du miracle économique allemand, entre guillemets, et de l'Union européenne, parce que la matrice des idées de l'Union européenne, c'est la matrice de l'ordolibéralisme allemand. Donc, ce n'est pas pour faire une série, vous savez, des fois, on fait des liens un petit peu artificiels entre les choses pour multiplier les points Godwin, etc. C'est pas le sujet. C'est pour dire qu'il y a une filiation directe au niveau des idées du problème constitutif du libéralisme parlementaire à partir du moment où il y a des partis politiques nationaux et des syndicats nationaux et des solutions autoritaires pour pallier
à ce danger. Et des penseurs comme Carl Schmitt sont les références de tous ces gens-là, tout simplement parce que c'est le premier à avoir théorisé ce problème et sa solution. Donc, ce n'est pas un hasard si tous ces gens-là, une fois qu'ils deviennent beaucoup plus écoutés, parce que toute personne s'intéressait aux penseurs du néolibéralisme il y a pas mal de décennies. Et puis tout d'un coup, ils ont eu le vent en poupe dans les années 70, et puis de manière hégémonique à partir des années 80. Et tous ces gens-là donc font les déplacements donc au Portugal, au Chili de Pinochet, ils mènent des expériences intéressantes, tout ça, etc. Enfin, c'est passionnant pour eux. Et Hayek théorise la nécessité d'une fédération et d'une constitution dans laquelle on mettrait les processus économiques, démocratiques et sociaux, etc. Tous les principes de l'Union européenne sont issus de ce type de logique. Donc, mais ce n'est pas tellement pour ça, parce que ça, c'est un travail de fond du Pardem depuis longtemps, donc c'est pas, je vous apprends absolument rien. C'est juste pour ramener cette fois-ci à l'actualité immédiate. Si le pouvoir actuel se crispe et accentue sa pente liberticide, c'est pour une double raison. D'abord, pour la raison de fond, la raison historique. À partir du moment où il y a une contradiction radicale dans le libéralisme parlementaire, avec tout ce qui peut abriter de bribes de processus démocratiques, mais des fois, il n'y a pas que des bribes, il y a des morceaux entiers. Eh bien, il se retrouve avec un problème. Et quand il y a des partis politiques dignes de ce nom et des syndicats dignes de ce nom, il a un problème avec la souveraineté de l'État politique. La souveraineté de l'État politique signifie qu'il n'a aucune garantie que les problèmes économiques, on ne s'en empare pas politiquement, puisque l'État est souverain. Il peut s'emparer, il a la compétence de ses compétences. Il peut donc s'emparer de n'importe quel problème public pour le politiser et instruire des mesures qui n'aillent pas dans le sens de l'intérêt des classes dominantes. Donc, il y a un problème structurel avec la souveraineté, avec le parlementarisme et avec les libertés publiques. Donc, la nécessité d'un État fort pour maintenir le libéralisme, donc le libéralisme autoritaire, est l'expression la plus raccourcie de la contradiction la plus majeure du libéralisme. Le néolibéralisme, c'est la solution à ce problème. Évidemment, on n'a pas tendance à l'appeler le libéralisme autoritaire. Eh bien, on a tort. Car le néolibéralisme, c'est finalement flou. Un nouveau libéralisme, c'est chouette. Les nouveaux penseurs, la nouvelle cuisine, les nouveaux philosophes, c'est bien, c'est la nouveauté. Alors, chaque fois, on dit « Ah oui, mais c'est parce que c'est l'État qui intervient dans l'économie, alors qu'avant, il n'intervenait pas dans l'économie pour maintenir les règles de la concurrence. » Ouais, tout ça, c'est très vrai. Et ce n'est pas pour ça que tous ces gens-là ont réfléchi à ça. Ils ont réfléchi à toutes ces belles solutions parce qu'ils connaissaient la contradiction majeure du libéralisme originel. Et on y est toujours. Ça n'a pas été résolu. Ça a été étouffé par l'ambiance tout à fait particulière de l'après-guerre dans les pays occidentaux. Guerre froide et déstabilisation de l'entre-deux-guerres et déconsidération des classes dirigeantes et économiques, etc. Enfin, tout ce que vous connaissez de l'après-guerre. Mais dès que cet effet de contexte commence à se lever, chasser le naturel, il revient au galop, les problèmes reviennent. Les mêmes problèmes, la contradiction perdure. Et les vieilles solutions deviennent des nouvelles solutions. Celle du néolibéralisme. C'est en fait celle du libéralisme autoritaire qui ressurgit. Donc, le fait qu'ils exploitent toute cette... Vous aurez remarqué que sur le terrorisme, la Covid, la guerre, la crise climatique, etc., les classes dominantes se fichent des problèmes idéologiques.
Alors qu'avant, elles s'emparaient elles étaient gramsciennes un petit peu, les classes dominantes. Elles tentaient d'établir une hégémonie idéologique, notamment sur le néolibéralisme, etc. Donc, elles étaient dans le travail idéologique permanent, les think tanks, etc. Sur tous les sujets que je viens de vous dire, ils s'en fichent complètement de l'idéologie. Complètement. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le combat idéologique sur ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un effet de contexte. C'est-à-dire, ils ont également lu, vous savez, la psychologie américaine. Alors là, c'est pas psychodomie. C'est-à-dire la psychologie comportementaliste, le behaviorisme, etc. Ce qu'on appelle le nudge actuellement. Qu'est-ce que c'est? Tous les cabinets de conseil qu'on paye à prix d'or sont des spécialistes du nudge. Donc le nudge, c'est un intermédiaire entre des théories publicitaires et des théories psychologiques comportementales, qui fait que pour obtenir des gens, vous savez, les expériences américaines bien connues de comportement, c'est-à-dire qu'on met en avant d'ailleurs pour montrer à quel point les Américains sont soucieux de la liberté individuelle. Vous mettez dans un contexte particulier des individus lambda et ils font des trucs complètement aberrants. Parce que l'effet que vous voyez, ils appuient sur le bouton pour faire cramer quelqu'un parce qu'il y a une blouse blanche et puis que les autres copains le font à côté, alors ils le font, etc. Donc, ça, je veux dire, c'est intéressant, enfin, plus ou moins, parce qu'en réalité, c'est plus ou moins rigoureux ce genre d'expérience. Et en tout cas, ce qui intéresse les classes dirigeantes avec ce genre de truc, c'est que c'est plus la peine de s'embêter avec de l'idéologie. Vous mettez un bon effet de contexte et vous obtenez un comportement désiré. Euh, donc, et ça, c'est pas complotiste ou paranoïaque, c'est ce que proposent les cabinets de conseil. C'est du nudge. Donc, ce qui intéresse les classes dominantes dans toutes ces thématiques, c'est l'effet de contexte et l'instrumentalisation de ces effets de contexte. Donc, ne vous précipitez pas dans les problèmes idéologiques pour ce genre de choses, puisque ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'effet de contexte, hein, puisque c'est ça qui est organisé. Donc, faites comme eux. Et il y a une pensée stratégique, et il y a une pensée stratégique sur l'effet de contexte. On veut vous faire agir dans telle ou telle dimension, on veut vous faire paniquer sur tel ou tel sujet, quelle que soit la réalité de ces sujets. Mais c'est l'effet de contexte qu'on recherche et c'est l'effet de contexte qu'on va exploiter. Donc soyez sur le même terrain. Donc, en tout cas, c'est le conseil que je nous donne. J'avais plein d'autres trucs à dire et puis je vais arrêter là comme d'habitude parce que je voulais vous faire plein de citations de ces bouquins, mais j'ai pas le temps. Ils étaient très, parce qu'ils parlent mieux que moi. Et donc, c'est bon, mais si on a plus de temps ou en privé, je donnerai les exemples que je voulais lire parce que là, on a voilà, 58 minutes, j'ai cramé Non, très bien. mon temps. Voilà. Oui, je l'ai respecté, mais voilà.